J'ai généré plusieurs dizaines de millions d'euros pour des offres high ticket sur le marché francophone, sur le marché US et sur le marché UK en tant que marketeur. Et le but de cette vidéo, c'est que je te partage tous les cheat codes que j'ai constamment en tête et qui me permettent d'avoir des résultats hors normes pour les offres sur lesquelles je bosse et pour les clients avec lesquels je collabore. Pourquoi je dis hors normes? Tout simplement parce que je fais un petit rappel, même si on a tendance à l'oublier quand on bosse en ligne, mais générer des millions d'euros, statistiquement, c'est très peu probable. Générer plusieurs dizaines de millions d'euros, statistiquement, c'est encore moins probable. Et donc, je pense que si tu as une offre ou si tu es marketeur, les cheat codes que je vais te présenter dans cette vidéo vont te permettre au minimum d'améliorer tes résultats et au mieux de faire mentir les statistiques. Ok, cheat code numéro 1, c'est de garder en tête constamment que quand tu fais de la pub sur les réseaux sociaux, en l'occurrence on va parler de Meta Ads, quand tu fais de la pub sur Meta, t'es pas en train de payer pour de la pub, tu es en train d'entraîner un modèle de prédiction. Ok. Donc globalement, la manière dont les gens abordent la publicité payante et Meta Ads, c'est qu'ils se disent qu'ils sont en train de payer un spot publicitaire, qu'ils sont en train de payer un panneau d'affichage sur lequel ils vont mettre leurs ads et que ces ads vont leur générer de l'argent. Et quand ça fonctionne pas comme ils veulent, ils viennent tout simplement tout couper, ils viennent remettre des nouvelles ads et une nouvelle VSL ou un nouveau tunnel dans la machine et ils espèrent que cette fois-ci, il y a de l'argent qui va sortir de l'autre côté. La manière dont tu dois aborder la chose, c'est que tu dois comprendre que quand tu commences à faire de la publicité, et de manière continue tout le long de ta collaboration avec ces plateformes-là, tu es en train d'entraîner le modèle de prédiction que Meta te loue. Et au mieux ce modèle est entraîné, plus les résultats vont être stables et plus tu vas pouvoir scaler sur le long terme. Moins bien ce modèle est entraîné et plus ça va être compliqué de maintenir des performances et plus tu vas galérer avec l'acquisition et la publicité payante. La manière dont ce modèle est entraîné, il est simple, il dépend des décisions que tu prends et de ce que tu lui donnes en termes de data. Bien sûr, il y a des milliards de points de données qui sont utilisés et qui sont pris sur d'autres comptes, sur d'autres types d'audience pour venir prédire à qui montrer tes pubs pour obtenir le résultat voulu, mais chacun a son propre écosystème, chacun a son propre ad account en fait, dans lequel tu vas avoir différents comportements et dans lequel Meta va venir optimiser pour ton cas précis, ton offre précise, ton industrie, ton marché, ton placement, etc., etc. La raison pour laquelle c'est important, c'est parce que quand tu comprends ça, tu te rends compte que les décisions que tu prends sont extrêmement importantes et donc il faut apprendre à optimiser pour les bonnes choses. Je te donne un exemple. Quand tu commences à optimiser pour un coût par lead, par exemple, ou pour un coût par appel, tu pars dans la mauvaise direction. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que ton coût par lead, ton coût par appel, il va monter, tu vas paniquer, tu vas essayer de le descendre à tout prix, sauf qu'en descendant à tout prix, ce que tu es en train de dire à Meta, c'est pas je veux plus de clients et je veux des appels qualifiés que je peux closer, tu es en train de dire à Meta, je veux du lead à tout prix, je veux de l'appel à tout prix. Et donc Meta, il est très bon dans ce qu'il fait, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va te donner du lead à tout prix, de l'appel à tout prix, mais ça va être du lead et de l'appel de mauvaise qualité, tu vas continuer à optimiser sur ta mauvaise qualité, et tes mauvaises prises de décision vont mal entraîner ton modèle de prédiction. Donc un exemple que j'aime bien donner, parce que c'est souvent quelque chose qui débloque des résultats chez beaucoup de comptes, même des comptes qui dépensent beaucoup, il faut que tu arrêtes de traquer tous tes appels, et il faut que tu commences à uniquement traquer tes appels qualifiés. Traquer, ça veut dire avoir ton pixel à l'endroit où l'événement se produit, ça veut dire en général sur la page de remerciement après avoir réservé un appel. Et ce pixel, pour faire ça, on va renvoyer à Meta l'information, on a réussi notre objectif, on a généré un appel, bien joué. Si tu te mets à traquer tous les appels, même les appels pourris vont être considérés comme des bien joués pour le système de prédiction que tu es en train de louer à Meta, et donc ça va continuer d'optimiser dans ce sens-là, et tu vas pas pouvoir gérer la qualité de tes appels sur le long terme. Si tu envoies uniquement de la donnée de qualité, c'est-à-dire uniquement des appels qualifiés à Meta, Meta va avoir plus de facilité à comprendre exactement ce que tu veux et à maintenir des appels qualifiés pour un coût raisonnable sur le moyen et sur le long terme. Autre point important, si tu as un tracking qui est bancal et que tu optimises tes ads un petit peu à l'aveugle, ou que ton media buyer optimise les ads un petit peu à l'aveugle, tu vas forcément finir par couper des ads qui fonctionnaient, par couper des campagnes qui fonctionnaient, des angles qui fonctionnaient, etc. Tu vas prendre des mauvaises décisions parce que tu traques mal ce qui se passe au sein de tes campagnes, et donc tu vas envoyer des faux signaux à Meta en disant ce type d'ads j'en veux pas alors que ça générait des bons résultats, ce type d'ads je les laisse tourner et je dépense de plus en plus alors que mes coûts sont en train de s'envoler, et en fait tu envoies constamment des signaux contradictoires qui font que tu es en train de niquer, pardonne-moi l'expression, ton ad account et de niquer ton écosystème, et tu vas galérer à rattraper les résultats. Donc à chaque fois que tu prends une décision, à chaque fois que tu envoies de la data à Meta, garde en tête que tu es constamment en train d'entraîner le modèle de prédiction pour obtenir les résultats que tu veux obtenir. Demande-toi constamment, est-ce que la donnée que je renvoie, est-ce que l'action que je suis en train de prendre dans mes campagnes montre clairement à Meta ce que je veux et lui permet
d'optimiser pour ce que je veux. Essayez pas d'optimiser juste pour des coûts par lead pas chers et des coûts par appel pas chers, parce que tout ce que ça va apprendre à Meta, c'est que tu es prêt à payer, tant que les trucs sont pas chers, même si c'est de la merde, tu es prêt à payer et à donner de l'argent, et donc Meta, il va continuer à t'envoyer des leads qui sont pourris. Cheat code numéro 2, je l'appelle le funnel loop. Ici, ce que tu veux comprendre, c'est que tes appels de vente doivent constamment être en train d'alimenter tout ton tunnel et toute ta stratégie d'acquisition. Okay, le but des appels de vente que tu payes pour avoir d'ailleurs en acquisition payante, le but de ces appels de vente, c'est d'en tirer un maximum de valeur. Sauf que la valeur, elle n'est pas uniquement financière, elle réside pas uniquement dans ta capacité à venir prendre de l'argent à ton prospect, elle réside aussi dans les leçons que tu vas pouvoir tirer de ces appels, et des leçons dans ces appels-là, il y en a beaucoup. Et le but, en fait, c'est de venir créer un cercle infini où chaque nouvel appel va te donner de la data sur ton marché, et cette data va te permettre de trouver de meilleurs angles publicitaires, de comprendre comment optimiser ton tunnel, comment optimiser ta vidéo de vente, donc ta VSL, comment optimiser ton webinaire ou autre. Ça va te permettre de comprendre également les objections qui sont non traitées, les éléments qui peuvent manquer, les points communs entre les acheteurs, les non-acheteurs, et ça va te permettre de prendre des bonnes décisions pour constamment venir optimiser tes campagnes. Donc concrètement, ça ressemble à quoi? Ce que tu fais, c'est que tu vas te bloquer 2 heures chaque vendredi ou chaque dimanche. Tu vas prendre tous les transcripts de tes appels de vente. Si tu n'enregistres pas tes appels de vente, d'ailleurs, il faut que tu fasses. Tu enregistres tes appels de vente, tu mets un Phasm ou un note taker sur les appels de vente pour en tirer les transcripts, et tu vas te bloquer 2 heures chaque semaine pour prendre tous les transcripts, les mettre dans l'IA, parce que maintenant, tu n'as plus vraiment d'excuses, tu n'as pas besoin de les analyser à la main. Tu vas les mettre dans l'IA et tu vas venir tirer un maximum d'informations et de pépites qui vont te permettre de venir itérer tes campagnes et de venir trouver des grains de sable dans ton rouage d'acquisition. Concrètement, les questions que tu vas venir te poser en analysant ces transcripts d'appels de vente, c'est par exemple, quels sont les points de douleur principaux de mes prospects. Okay, ces points de douleur, ils vont te permettre de trouver des angles publicitaires, et si ces angles ne tournent pas déjà en publicité dans tes campagnes, tu vas pouvoir les créer et avoir des angles qui sont alignés avec les points de douleur que tu as identifiés lors des appels de vente, et donc de manière directe de ton marché. Autre question que tu vas pouvoir te poser, c'est quelles objections non traitées les ont poussés à ne pas décider ou à décliner mon offre. Okay, peut-être que dans ton tunnel, tu aurais pu, à un moment, que ce soit dans la VSL, dans les ads, sur la page de remerciement ou autre, peut-être que tu aurais pu traiter des objections en amont et éviter à ton prospect de garder des objections en tête, ce qui l'a empêché de prendre la bonne décision et ce qui l'a empêché globalement de passer à l'action. Donc en fait, globalement, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tes appels de vente, c'est une mine d'or. Tu vas trouver de bien meilleures idées d'angles publicitaires, d'approche pour ta VSL, d'optimisation pour ton tunnel via l'analyse de tes appels de vente, qu'en allant chercher ce que font tes concurrents, qu'en allant chercher ce que fait le marché américain ou autre. Il y a vraiment tout qui dort déjà dans tes appels, et il faut que tu les analyses et il faut que tu en tires des leçons. Et souvent, l'erreur que je vois chez les business high ticket qui analysent leurs appels de vente, c'est qu'ils analysent leurs appels de vente principalement pour venir optimiser leurs appels de vente. Donc ils vont optimiser le script, ils vont optimiser le fonctionnement de leur équipe sales, etc. Mais ils vont pas prendre la data des appels de vente de manière continue, de manière constante et de manière régulière, pour venir optimiser en temps réel ce que le marché demande, ce dont le marché a peur, ce dont le marché a besoin, etc. C'est vraiment important à garder en tête. Garde l'image en tête de ce loop infini. Et une campagne, c'est pas tu fais un plan, tu le déploies et tu attends les résultats. C'est tu fais un plan, tu le déploies, tu prends la data, tu ajustes ce plan, tu redéploies de manière continue pour maintenir tes performances. Cheat code numéro 3, ça s'appelle les funnels économiques. Ce point-là, je l'ai appris il y a plusieurs années au contact d'Alen Sultanic, qui est un des plus gros marketeurs direct response de la planète, en tout cas un des meilleurs, qui a plusieurs offres de mastermind avec des business high ticket, des offres high ticket, même low ticket qui font plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de dollars par an. Et une notion sur laquelle il insiste vraiment et qui est vraiment très importante, c'est la notion de funnel economics. Cette notion-là, elle soutient le fait que le jeu de l'acquisition payante, il ne se base pas sur qui arrive à avoir les coûts d'acquisition les moins chers possibles. Elle se base sur le fait que celui qui gagne en publicité, c'est celui qui arrive à absorber les coûts publicitaires, les coûts d'acquisition les plus élevés. Donc c'est un peu contre-intuitif, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les plateformes publicitaires sont des plateformes d'enchères. Okay, donc tu as un espace publicitaire, tu as plein d'annonceurs qui veulent ce même espace publicitaire, et donc forcément, ça crée une enchère, et les enchères montent constamment, parce qu'il y a constamment de plus en plus de monde qui commence à faire de la publicité. Okay, donc
la trend, elle n'est pas sur le fait qu'un jour tes coûts publicitaires vont descendre et ça va être magique, tu vas imprimer de l'argent. La trend, elle est plutôt sur le fait que les coûts publicitaires vont constamment continuer à monter. Et donc ceux qui vont pouvoir gagner, qui vont pouvoir rester dans la compétition de l'acquisition payante, c'est pas ceux qui arrivent à trouver des techniques secrètes pour avoir les coûts d'acquisition les moins chers, c'est ceux qui arrivent à avoir les economics les plus fiables, les plus solides. Et les economics, globalement, c'est quoi? Je vais simplifier la chose pour le but de cette vidéo pour que je comprenne juste le cheat code derrière. Globalement, c'est combien est-ce que tu arrives à extraire d'argent de chacun de tes clients. Okay, plus tu peux extraire de l'argent quand tu as un nouveau client, plus tu peux payer cher pour avoir ce nouvel client, et donc tu vas gagner sur la plateforme d'enchères. Ça passe par le fait d'avoir notamment des offres à étiquette, mais ça passe aussi par le fait d'avoir une structure d'offres qui fait que chaque client peut acheter plusieurs fois chez toi et dépenser plusieurs fois chez toi, toujours de plus en plus, pour avoir la lifetime value, donc la LTV, la durée de vie client, la plus intéressante possible financièrement. Et donc forcément, tu comprends bien que si un client vaut 100 000 euros chez le prestataire A, chez le formateur A, donc 100 000 euros au total sur toute sa durée de vie, il peut dépenser beaucoup plus d'argent en publicité que le prestataire ou le formateur qui ne peut extraire que 10 000 euros de par le pricing de ses offres, de par la manière dont ses offres sont structurées, qui ne peut extraire que 10 000 euros auprès de ses nouveaux clients. Quelqu'un qui peut extraire que 10 000 euros, au maximum, il pourra dépenser 10 000 euros pour avoir un nouveau client. Il ne fera pas d'argent, mais au moins il sera break-even. Quelqu'un qui peut se permettre de dépenser 20 000 euros pour avoir un nouveau client, évidemment, ce n'est pas des chiffres qui sont cohérents, mais tu comprennes le but. Quelqu'un qui peut se permettre de dépenser 20 000 euros et qui a quand même 80 000 euros de marge parce que un client, chez lui, représente 100 000 euros, cette personne va forcément gagner les enchères parce qu'il peut tout simplement se permettre de dépenser plus et il a les reins plus solides. Donc globalement, ce qu'il faut arrêter de faire, c'est de faire comme tout le monde sur le marché, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de chercher constamment les coûts d'acquisition les moins chers possibles, les coûts par lead, les coûts par appel les moins chers possibles, mais il faut commencer à te demander comment est-ce que je fais pour que chaque client me rapporte plus d'argent et comment je fais pour apporter assez de valeur pour que mes clients me rapportent plus d'argent. Et donc le frame à garder, pour le simplifier en une phrase, ne te demande pas comment avoir des coûts d'acquisition moins chers, demande-toi comment tu peux faire pour payer plus pour acquérir un client. Et ça m'amène au cheat code numéro 4 qui est que l'acquisition, c'est un début, c'est pas une finalité. Okay, quand tu as un nouveau client, c'est pas le moment de faire la fête et de célébrer parce que tu as réussi à avoir un client en étant rentable, c'est le moment de te mettre au travail parce que une première acquisition, c'est justement une porte d'entrée pour venir augmenter tes economics, pour reprendre le point d'avant, et pour venir augmenter la lifetime value de ton client. Un client qui achète chez toi pour la première fois, c'est une opportunité par la suite, avec les résultats qu'il va obtenir, avec la valeur que tu vas lui apporter, c'est une opportunité de venir l'upsell sur des offres plus chères, lui vendre des offres complémentaires et tout simplement venir améliorer la durée de vie financière de ton client. Et donc ton but à garder en tête, et ça te permet de te rassurer aussi en termes de coût d'acquisition, quand tu as un nouveau client, disons que tu as un client à 4 000 euros et que tu as dépensé 1 000 euros pour l'avoir, ne te dis pas simplement yes, j'ai fait 3 000 euros de marge brute sur ce client, mais dis-toi, ok, j'ai gagné 3 000 euros pour acquérir un nouveau client auprès duquel je vais pouvoir vendre plusieurs offres et augmenter la valeur de ce client. Et donc au final, tu n'auras pas payé 1 000 euros pour en faire 4 000, tu auras payé 1 000 euros pour en faire 10, 15, 20, 30, 50 000 plus tard, au fur et à mesure des mois et des années. Et donc la raison pour laquelle je te parle de ça, c'est parce que quand tu le comprends et que tu le vois de tes propres yeux, tu te rends compte que tu as beaucoup plus de liberté que tu ne le penses pour ton acquisition client, tu as beaucoup plus de marge de manœuvre que tu ne le penses pour ton acquisition client, et quand c'est quelque chose que tu maîtrises, tu te rends compte que tu peux te permettre d'être plus exigeant auprès des plateformes. Et plutôt que d'optimiser constamment pour tes coûts par lead pas chers, des coûts par appel pas chers, et d'essayer d'économiser le moindre centime sur l'acquisition, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu vas pouvoir être exigeant et optimiser pour des appels de plus en plus qualifiés, pour des leads de plus en plus qualifiés, et tu vas te permettre de pouvoir essayer au maximum de simplifier ton acquisition, et plutôt que de mettre plein d'efforts à essayer de convertir des gens qui ne sont pas possibles à convertir, tu vas juste mettre plus d'argent pour aller trouver des personnes de meilleure qualité qui vont être intéressées et plus simples à convertir derrière. Et ça m'amène au cheat code numéro 5, qui est que tu dois arrêter de viser le retour sur investissement publicitaire le plus haut possible. Tu dois faire l'inverse, tu dois viser le retour sur investissement le plus bas possible. Donc avant que tu dises qu'est-ce qu'il est en train de me raconter celui-là, il a pété un câble, je vais te raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais dans un mastermind qui s'appelle Agency Founders, qui a été monté par Eddie Malouf. Eddie Malouf, qui est le fondateur CEO de Bad Marketing, qui est une énorme agence aux US, qui fait plusieurs dizaines de millions
de dollars par an. Et il bosse avec énormément de grands noms dans l'infoprenariat aux US, il bosse avec des business locaux, il a des marques e-commerce, etc. Et j'étais dans ce mastermind en tant que CMO pour l'agence pour laquelle je bossais à l'époque. Et on était en train de se demander comment est-ce que je pouvais faire pour augmenter mon retour sur investissement et comment est-ce que je pouvais faire pour scaler les campagnes qu'on avait en cours. On faisait des campagnes d'acquisition, on faisait à l'époque 300K par mois, donc 300 000 euros par mois de chiffre d'affaires généré pour l'agence pour laquelle j'étais directeur marketing, et on était en train de se demander comment on pouvait faire pour faire plus. La première question qu'il nous a posée, c'est combien vous mettez en pub et combien vous faites rentrer. On s'est rendu compte que le retour sur investissement qu'on avait, c'était entre x12 et x15. Donc moi, j'annonce ça tout fier parce que je suis directeur marketing. Je me dis que je suis un génie. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il me rit à la gueule. Et donc, je comprends pas vraiment pourquoi. Je me dis, ok, peut-être que j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Et en fait, il m'explique tout simplement que si je suis à 12 retours sur investissement, ça veut pas dire que je suis fort, ça veut juste dire que je dépense pas assez. Lui, son approche, c'est que du moment que tu es au-dessus des 3 ou des 4 de retour sur investissement, ça veut dire que tu es censé pouvoir mettre plus en publicité jusqu'à ce que ton retour sur investissement descende parce qu'il y a trop de volume et tu es en train de payer pour trop de publicité. Ok, donc évidemment, il faut le faire intelligemment, il faut pas juste balancer de l'argent et ne rien optimiser du tout, mais ça veut dire que si tu es optimisé et que tu es bon pour optimiser, mais que tu fais toujours 12 ou 15 de retour sur investissement, ça veut dire qu'il faut que tu dépenses plus, parce que là, tu es en train de perdre de l'argent par coût d'opportunité, parce que si tu dépensais plus, mécaniquement, ton retour sur investissement descendrait, mais ce qui est important, c'est pas le chiffre de ton retour sur investissement, donc c'est pas oh je suis en train de faire un x10, un x12 ou un x15, ce qui est important c'est le cash que tu viens collecter, ok. C'est mieux de faire un x3 sur 100 000 euros de dépenses publicitaires que de faire un x15 sur 10 000 euros de dépenses publicitaires. Tu fais plus de bénéfices avec un x3 sur 100 000 euros dépensés qu'avec un x15 sur 10 000 euros dépensés. Et c'est ce point-là qu'il faut vraiment comprendre, parce que parfois tu vas avoir un momentum positif dans ton acquisition, et plutôt que de faire la bonne décision de faire le bon move qui est ok, je maximise l'argent que je peux faire sur ce momentum positif, en général, tu risques d'avoir le réflexe de te dire c'est bon, je suis à 10 de retour sur investissement, je suis safe, je vais rester comme ça, on est des génies. C'est pas du tout la bonne approche. Donc au global, pour résumer en une phrase, il faut que tu optimises pour le cash que tu collectes, pour le chiffre d'affaires que tu génères, et non pas pour le multiple sur ton ad spend que tu es en train de faire. Ensuite, cheat code numéro 6, je l'ai appelé la malédiction du lead. Ça va être assez court parce que c'est assez clair, mais s'il te plaît, quand tu as un business high ticket, arrête d'optimiser pour un coût par lead. On n'en a rien à faire de ton coût par lead. Ce qui est important pour toi, c'est ton coût par appel qualifié ou ton coût d'acquisition. Donc ton coût pour, c'est dur de dire ton coût plein de fois, ton coût pour avoir un nouveau client. C'est les deux métriques qui sont importants pour toi. Ton coût par lead, c'est absolument pas quelque chose que tu dois venir optimiser, bien sûr. Si ton coût par lead, il est trop haut parce que ton tunnel, il manque un opt-in ou parce que tu as fait une dinguerie, bien sûr qu'il faut que tu optimises à ce niveau-là. Mais globalement, le coût par lead, je le regarde même pas. Mon coût par lead, il peut être à 200. Si mon coût par appel, il est à 200 aussi parce que tous les leads finissent en appel, je vais pas paniquer et essayer d'obtenir un coût par lead à 10. Tout simplement parce que un coût par lead plus bas veut souvent dire des leads qui sont pourris. Et les leads pourris, ça vient pas convertir derrière. Ok, donc c'est vraiment important à garder en tête. Arrête d'optimiser pour du coût par lead, optimise pour les bons métriques. Et les bons métriques sur des offres étiquettes, c'est souvent quel est mon coût par appel qualifié, quel est mon coût d'acquisition. Cheat code numéro 7, il faut que tu comprennes qu'une objection ne doit pas être traitée en appel de vente, elle doit être anticipée. Ok, ton tunnel, il est là pour anticiper toutes les objections possibles, pour handle, pour retirer toutes les objections possibles de ton prospect pour qu'il arrive en appel avec le moins d'objections possibles et qu'il soit le plus facile possible à closer. Donc le traitement d'objections, c'est pas un travail de sales uniquement, c'est pas un travail de closer. Faut pas espérer que tes closers puissent retourner le cerveau de tout le monde, c'est pas des mentalistes. Le but de tes closers, c'est de venir closer, ok? Mais ton travail en tant que marketeur, en tant que CEO, dans le cas où c'est toi qui gères ton marketing, peu importe, ton travail, c'est de venir faciliter au maximum le travail de tes sales. Et quelque chose qui est très connu dans le milieu du business en ligne, de l'infoprenariat de manière générale, etc., c'est qu'il y a souvent une guerre entre le pôle marketing et le pôle sales. Le pôle marketing dit constamment que les sales sont nuls au closing. Les sales disent constamment que le marketing envoie des leads de merde. Et il y a la vérité qui est au milieu. Okay, c'est important que les deux travaillent main dans la main pour qu'il y ait un maximum d'objections qui soient captées en appel de vente. Ça rejoint des cheat codes dont je t'ai parlé juste avant. Il faut prendre les appels de vente, comprendre quelles sont les objections qui viennent casser les ventes et venir les traiter en amont, dans les ads, dans la PSL, dans le tunnel, sur la page de remerciement,
etc. Donc c'est vraiment très important, il faut que tu listes les objections en call qui reviennent souvent, qui te font perdre des deals, et il faut que tu trouves où les placer dans ton tunnel pour que ce ne soit plus des objections, mais pour qu'elles soient traitées en amont et que le prospect arrive dans un bon état d'esprit en appel de vente. Cheat code numéro 8, c'est quelque chose de classique, mais qui est important de garder en tête. Le prix sur une offre high ticket, ça fait partie de ton produit. Il n'y a pas de prix trop cher, dans la mesure du raisonnable, viens pas vendre un coaching à 100 000 euros, mais le prix fait partie de ton produit. Et donc, si tu veux te placer en haut de gamme, il faut que tu vendes sur des prix haut de gamme. Bien sûr, ça veut dire qu'il faut que tu aies les compétences pour vendre du haut de gamme, ça veut dire qu'il faut que tu sois assez bon pour faire du haut de gamme, mais le prix fait partie de la valeur perçue. Donc si tu as une expertise qui est haut de gamme, qui est premium, que tu es super bon dans ce que tu fais, que tu es un super bon marketeur, que tu es un super bon coach en développement personnel, en transition de salarié à chef d'entreprise, etc., peu importe ce que tu vends, tu es un super éducateur canin, peu importe, tu veux vendre du high ticket, si du high ticket, pardon, chez toi, c'est 1000 euros, tu peux faire ce que tu veux pour avoir l'air premium et pour faire comprendre aux gens que tu vaux beaucoup d'argent parce que tu as une grosse expertise. Si tu vends 1000 euros, tu passes pas pour un expert, tu passes pour quelqu'un qui brade ses prix et donc pour quelqu'un qui n'a pas assez de clients. Donc le prix en marketing de manière générale, en acquisition, fait partie intégrante du packaging de ton offre. C'est pas seulement l'argent que tu vas générer en prenant un client, ça fait aussi partie du packaging et donc il faut vraiment que tu gardes en tête. Et pour l'exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois sur des offres high ticket d'avoir un meilleur taux de conversion, un meilleur taux de closing en augmentant le prix de l'offre plutôt qu'en le descendant. Donc le réflexe de baisser tes prix quand tu n'arrives pas à closer assez, souvent c'est le mauvais réflexe, ça veut dire que le problème vient d'ailleurs. Et dans beaucoup de cas, si tu augmentes ton prix et que le reste forcément est fait correctement, si tu viens augmenter ton prix, tu viens augmenter du coup la valeur perçue et le côté premium de ton offre, tu vas observer que ton taux de closing va monter avec l'augmentation du prix. Encore une fois, il faut rester nuancé, c'est dans la limite du raisonnable. C'est pas parce que tu doubles tes prix du jour au lendemain que tu vas doubler ton taux de closing, ça marche pas comme ça. Mais il faut que tu gardes ce frame et ce cheat code en tête. Et enfin, ça m'amène au cheat code numéro 10, qui est que chaque euro de budget, s'il te plaît, garde-le en tête, chaque euro de budget, c'est un achat d'information. Quand tu dépenses en publicité, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas je suis rentable ou je suis pas rentable, c'est je suis constamment en train d'acheter de l'information. Et donc, quand tu lances des nouvelles campagnes, quand tu lances une nouvelle offre, quand tu fais de la publicité pour la première fois ou pour la millième fois, quand tu lances une campagne, ne te dis pas est-ce que je suis rentable, mais dis-toi qu'est-ce que je suis en train d'apprendre et est-ce que ce que j'apprends peut me permettre d'améliorer mes résultats. Une campagne qui est perdante mais qui t'a donné des informations clés, au final, sur le moyen et long terme, c'est une campagne qui est gagnante, qui est rentable. Parce que l'information que tu as prise sur cette première campagne sur laquelle tu n'as pas fait d'argent, elle t'a permis d'avoir les informations qui te font créer la deuxième campagne, puis la troisième campagne, et qui te permettent là de récupérer toute la mise depuis le début. Et donc c'est important d'avoir cette approche parce que, un, tu vas aborder tes ads plus sereinement, deux, tu vas comprendre que c'est pas parce que tu es en train de dépenser et de perdre un petit peu d'argent en ads que c'est la fin du monde. Au contraire, tu es en train d'acheter de la data et d'apprendre pour mieux faire et pour avoir des campagnes qui ensuite sont rentables. Et surtout, ça te permet de prendre plus de risques, ce qui va te permettre de trouver des campagnes, des angles gagnants, des manières d'acquérir des clients qui sont en dehors du scope habituel, en dehors de ce que ta concurrence fait. Et c'est ce qui va te permettre aussi d'avoir des campagnes qui fonctionnent drastiquement mieux, enfin qui fonctionnent beaucoup mieux que les retours sur investissement habituels sur le marché, tout simplement parce que tu vas te permettre d'avoir un budget de testing pour essayer de trouver des angles, des manières de faire qui sont différentes. Et parce que tu comprends que ce budget de testing, c'est pas de l'argent que tu jettes à la poubelle, mais c'est un investissement que tu fais pour trouver ce qui va fonctionner par la suite, quand tu comprends ça, tu prends plus de risques, tu te permets de tester correctement, tu te permets de prendre de l'information et tu te permets d'apprendre à mieux faire. Et c'est vraiment important. Souvent, et là je parle surtout aux marketeurs qui vont regarder cette vidéo, souvent on n'ose pas le faire parce que quand tu as un client et que tu es marketeur chez eux, ça la fout mal de mettre du budget dans quelque chose qui rapporte pas d'argent, mais il faut framer les choses correctement. C'est pas parce que tu es bon en marketing que tu as tout le temps raison, c'est parce que tu es bon en marketing que dès que tu fais une campagne, ça doit imprimer des millions d'euros, ça marche pas comme ça, heureusement. Donc il faut pas que tu tombes dans un truc où, en tant que marketeur, en tant que membre d'une équipe marketing, ou même en tant que CEO pour tes équipes marketing, il faut bien comprendre, il faut pas tomber dans un objectif pur de rentabilité constante et dans un objectif pur d'efficacité constante, il faut aussi te permettre de tester, il faut te permettre de prendre de l'information, parce que sur le court terme, la rentabilité constante, c'est sympa, mais sur le long terme, si tu as tout le temps été rentable, et si tu as tout le temps lancé des choses qui fonctionnaient, c'est que tu n'as pris aucun risque, et c'est donc forcément
que tu as perdu de l'argent quelque part, parce que le coût d'opportunité, il est réel dans le sens où t'as pas trouvé des choses un peu outside the box qui te permettent d'avoir des résultats qui sont hors normes. Ok. S'il y a un point qui t'a aidé dans cette vidéo et que tu vas garder en tête, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner. Il y a beaucoup d'autres vidéos qui arrivent sur l'acquisition client pour des business high ticket et sur le scaling de business high ticket de manière générale. Donc que tu sois marketeur, que tu sois fondateur d'une offre high ticket, que tu sois CEO à la tête d'une offre high ticket ou autre, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter. On peut aussi connecter sur Instagram. Je te mets mon Instagram en description et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.